Au sommaire de votre édition des initiatives, clin d'œil à une exposition à Paris de dessins d'enfants japonais sur la catastrophe de Fukushima. Coup de projecteur sur une amitié incroyable entre un professeur de kung-fu isérois et des moines de Shaolin. Mais avant cela, le geste écolo de Biomérieux et les déchets des repas servis à la cantine vont permettre de fabriquer du compost, une expérience soutenue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un compost au fond du jardin, rien de plus banal. Sauf que ce bon terreau provient des épluchures des quelques 350 repas préparés chaque jour dans cette cuisine de l'entreprise Biomérieux. Car ici, depuis bientôt 1 an, on ne jette plus les déchets organiques aux ordures, on va même jusqu'à les peser. Nous allons contrôler le poids, donc on va peser pour ensuite après les mettre dans les biofermenteurs. Les biofermenteurs, ils sont devenus le quotidien de ce chef. Vérifier température et hygrométrie, jeter les déchets végétaux ou d'origine animale, ajouter de la sueur qui aidera à la production de carbone, puis faire tourner les bacs pour bien homogénéiser l'ensemble. Au bout de 6 semaines, la fermentation est terminée. Benoît Lambret est à l'origine de ce processus expérimental. Les déchets au départ ont cette tête-là, donc là c'est de la salade, vous avez du chou, vous avez un peu de tout, vous avez une patate, du pain. Et puis 6 semaines après, vous avez un compost qui a cette tête-là, qui est presque prêt à l'emploi. Presque, car des lombris, des vers de terre vont ensuite affiner le compost. Les biofermenteurs viennent de Suède. Là-bas, les restaurants d'entreprise seraient rompus à ce type de pratique. La difficulté en fait pour faire en sorte que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'il y ait une température haute pour que la dégradation se fasse et se fasse vite. Il faut qu'il y ait de l'air. Il faut que les déchets soient mis de façon assez homogène sur l'ensemble des biofermenteurs. Il faut que ça soit homogénéisé, etc. Donc ça demande quand même un suivi assez précis. Et le résultat est là. Les 8 tonnes de déchets organiques produits par an n'en font plus que 2. Tous les salariés trient leur plateau repas. Biomérieux cherchait à réduire ses déchets et son impact environnemental. C'est, semble-t-il, gagné. On a imaginé que ces déchets d'assiette puissent être ensuite transportés vers un endroit où on composte, on va dire, en masse. Mais quelque part, il y a toujours un espèce d'équilibre économique à trouver. Et l'équilibre économique ici, on ne pouvait le trouver que si on traitait localement. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soutient cette expérience innovante. Et comme dans un jardin, le compost est étendu pour nourrir les pelouses et rosiers de l'entreprise. 1 an après Fukushima, la catastrophe reste gravée dans nos mémoires, mais aussi et surtout dans celles des Japonais. Plusieurs dessins d'enfants du pays du soleil levant sont actuellement exposés à Paris. Une manière douce d'exorciser la douleur. Une boîte de pastels et une feuille de papier, il n'en faut pas beaucoup plus à ces petites filles pour laisser filer leur imagination. Un monde onirique, peuplé de personnages souriants, auxquels les enfants de Fukushima n'ont plus accès. Eux dont l'innocence a été balayée le 11 mars 2011. Certains enfants ont tout perdu. Ils ont été placés dans des centres de réfugiés où il n'y avait rien à faire. Il fallait absolument les occuper. Et j'ai pensé que le dessin pouvait être salvateur pour eux. Et en effet, en dessinant, en parlant, ces enfants ont peu à peu retrouvé le sourire. Les représentations du séisme et de la vague meurtrière ont peu à peu laissé la place aux arcs-en-ciel, au soleil et aux cœurs ailés. Au dessin symbole d'un appétit retrouvé pour la vie, reflet d'un peuple en reconstruction où la solidarité est redevenue une nécessité, mais qui devra vivre avec les erreurs du passé. C'est le travail de mémoire, c'est fixer par le dessin un état émotionnel, une situation, et ces petits-enfants, c'est l'avenir de cette région et l'avenir du pays, comme dans tous les pays du monde. C'est très important de garder ce fond, de ne pas oublier, et ces dessins, c'est une partie de l'histoire qui est fixée. Une fondation pour ces 400 dessins pourrait être créée. En attendant, l'exposition est visible à Paris jusqu'au 16 mars, avant de s'envoler pour la Chine et l'Amérique du Sud. Quittons Paris et arrêtons-nous quelques instants à présent en Isère, à Vienne, pour découvrir une amitié hors du commun, celle d'un professeur de kung-fu isérois avec des moines de Shaolin. Inventeurs et dépositaires de cet art martial ancestral, ils étaient à Vienne le week-end dernier. Ils sont au sommet de leur art. Ces moines sont descendus du monastère chinois de Shaolin pour en faire la démonstration en France.
La France, où ils ont un ami, Mohamed. Lui aussi a suivi l'enseignement du maître chez Yan Cheng. Professeur de kung-fu, il a séjourné à 27 reprises au monastère, où l'on forme l'élite mondiale des arts martiaux. Le maître et l'élève sont devenus amis. Voilà, il dit qu'à partir du premier bon, on a lié d'amitié, et c'est lui qui m'a entraîné au temple de Shaolin. Et après, ils partageaient les moments ensemble, on mangeait ensemble, entraînement ensemble. Voilà, les premières rencontres. Levé à l'aube, un bol de riz midi et soir, 10 heures d'entraînement par jour à l'extérieur. Ce quotidien, les moines de Shaolin y sont habitués dès leur plus jeune âge. Leur enseignement mêle bouddhisme zen et arts martiaux à la recherche du chi, l'énergie du corps. Il dit c'est très difficile d'avoir le chi. Il y a des maîtres qui restent toute leur vie au temple, qui n'y arrivent pas. Il dit il faut s'entraîner. C'est quelque chose qui n'est pas acquis, quoi. Ça demande beaucoup de travail. Chaque année, Mohamed fait venir quelques moines en France. Dans quelques mois, il retournera au monastère avec Flo, son élève. Une fois qu'on a le virus, on ne peut plus arrêter, quoi. On sait qu'on va finir ces vieux jours là-bas. Les moines prononcent peu de mots, mais ils ont offert à Mohamed le plus beau d'entre eux, Sheren Cheng, son prénom en chinois.